Bonjour et bienvenue pour ce webinaire Atlas DGEFP ASP. On va vous proposer d'attendre encore quelques secondes puisqu'on a des participants qui sont en train de nous rejoindre. On vous remercie d'être présents sur cet événement qu'on a organisé assez rapidement et sur lequel on va avoir une organisation un petit peu inédite de co-animation entre l'OPCO, donc qui a permis de solliciter les entreprises, la DGEFP et l'ASP qui assure toute la partie opérationnelle du règlement des aides exceptionnelles. On a souhaité organiser cet événement en commun pour donner le plus de visibilité possible aux problématiques que vous pouvez rencontrer et surtout aux solutions qui sont apportées pour donner le plus de clarté dans un contexte qui est assez chargé et où il y a pas mal d'informations à maîtriser. Voilà, donc pour démarrer, juste un petit rappel sur le déroulement. Donc, on va vous proposer une présentation qui sera à 3 voix, à l'issue de laquelle on aura un temps spécifique sur les questions, notamment par rapport aux questions que vous avez pu nous remonter en amont de la préparation de cette réunion, puisque le questionnaire qu'on a diffusé nous a permis de récupérer un certain nombre de questions qui seront traitées au fur et à mesure. Il y aura un temps spécifique pour les échanges, donc on va vous demander peut-être dans un premier temps de rester avec vos micros éteints pour la première partie de présentation. Et puis dans le deuxième temps, on va reprendre les questions et on pourra avoir un échange direct avec vous de façon à répondre au plus large nombre de questions qui se posent aujourd'hui. Et donc pour démarrer, aussi vous préciser qu'à l'issue de ce webinaire, vous serez destinataire du lien vers le replay si vous en avez besoin et avec le support de présentation qu'on va utiliser aujourd'hui. Voilà, donc pour finir ces petits points d'organisation, on va passer à la présentation des participants. Donc, moi, je suis Nicolas Rivier, je suis directeur de la transformation à l'OPCO Atlas et je suis en charge du suivi globalement du déploiement opérationnel et de l'apprentissage. Je vais proposer à mes collègues de la DGEFP de se présenter. Bonjour, donc je suis Sophie Margollet, adjointe à Stéphane Rémy à la sous-direction des politiques de formation et du contrôle. Et je vais pour ma part intervenir donc dans le cadre de ce webinaire et je laisserai la parole à Anne-Laure Marcelin qui travaille aussi à la sous-direction politique de formation et du contrôle qui viendra vous apporter des éléments complémentaires. Donc, bonjour et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc Anne-Laure Marcelin, chargée de mission au sein de la mission alternance et accès aux qualifications de la DGEFP et je suis plus précisément en charge du développement et du suivi de la politique de l'alternance. Je me présente, je suis Laurent Imbert, je suis chargé de suivi des projets à l'Agence de services et de paiement et plus particulièrement du suivi de l'aide unique et de l'aide exceptionnelle au contrat en alternance. Et Carole Coléo, donc chef de projet opérationnel donc au sein d'Atlas, donc en charge également du suivi des contrats d'apprentissage et de son déploiement. Je vais intervenir aujourd'hui pour relayer les questions que vous pouvez poser alors, à l'oral en direct, mais aussi par le chat. Donc je les relayerai si besoin oralement. On va vous proposer de démarrer. Ouais. Très bien. Et écoutez, donc pour la DGEFP, à nouveau, bonjour à tous et sincèrement tous nos remerciements pour votre participation à ce webinaire. Un webinaire, Nicolas nous le disait, à 3 voix, hein, avec les intervenants d'Atlas, de l'OPCO Atlas, l'ASP et la DGEFP. Un webinaire qui, sachez-le, s'inscrit dans une série de 11 webinaires puisque nous avons souhaité les organiser avec chacun des OPCO et plus particulièrement avec chacun des grands comptes des OPCO de manière à pouvoir apporter de manière assez précise, fluide et directe des réponses aux questions que vous vous posez. Le ministère accorde de l'importance à la gestion et au suivi facilité des aides exceptionnelles à l'alternance. Alors facilité par quoi? Par le transfert automatique des contrats vers l'ASP en charge du versement de ces aides, hein, Laurent nous le disait. Et puis, on poursuit l'objectif de réduire les démarches à la charge des entreprises. Alors, le système n'est pas encore parfait, on va en parler, on est sans cesse en processus d'amélioration également avec l'ASP. L'idée, c'est de rendre la tâche à chacune des parties prenantes la plus facile possible. Ce temps d'échange privilégié entre nous, donc pour qualifier vos besoins en matière de gestion de ces aides,
pour parvenir en lien avec l'ASP à des modalités opératoires facilitées. Et on vous invite aussi, bien sûr, au travers de ce webinaire, à nous faire part de vos difficultés, de vos inquiétudes, de vos points d'alerte, éventuellement, hein, concernant la gestion de ces aides. Alors, s'agissant de l'aide exceptionnelle au contrat de professionnalisation, hein, dont on va parler bien sûr ce matin, on a bien conscience de la charge induite pour vos services dans la remontée mensuelle des bulletins de salaire. On est bien sûr preneur de vos retours et je pense que Laurent en dira quelques mots tout à l'heure, puisque là aussi, on a entendu les difficultés qui se posaient et on a essayé d'y répondre le mieux possible. Donc, outre ces échanges donc relatifs à la gestion de ces aides, on est attaché à la diffusion la plus complète des informations relatives à ces aides, et notamment du point de vue de leurs critères d'éligibilité et des engagements. Donc, on rappellera les tenants et les aboutissants de ces aides et on tentera de répondre à vos questions sur les critères, les conditions d'engagement à atteindre pour atteindre le taux d'alternant. C'est un échange qui est en priorité le vôtre, avec l'ASP et l'administration centrale, hein, qui doit permettre de rappeler les éléments essentiels de définition de ces aides, de répondre à vos interrogations et de cerner plus précisément les difficultés rencontrées et d'envisager ensemble, je le disais, les solutions à mettre en œuvre pour vous faciliter la tâche. Donc, vous allez assister à une présentation à quelques diapositives. Il n'y en a pas énormément volontairement pour laisser la place la plus large possible à vos questions et aux réponses en direct. Je vous remercie encore pour votre participation et je laisse la main à mes collègues. Merci. Merci Sophie. Alors ce qu'on vous propose pour démarrer, c'est de repartir un petit peu de vos questionnements initiaux qui ont motivé l'organisation de ce webinaire à destination des entreprises considérées comme des grands comptes compte tenu des effectifs concernés qui ont des problématiques spécifiques. Par rapport à ça, on est dans un contexte où on a effectivement un flux de questionnement qui est important en direction de l'OPCO, en direction de l'ASP, en direction aussi des services de l'État. Et donc, c'est ce constat-là qui nous a amené à la nécessité de repréciser le fonctionnement et le rôle de chacun afin que ça soit plus lisible, parce qu'effectivement, derrière l'intitulé des aides exceptionnelles, il y a plusieurs contributeurs. Et pour que chaque entreprise puisse identifier qui intervient sur quoi et qui sont les interlocuteurs en fonction du sujet, on souhaitait effectivement apporter des éléments un petit peu de précision un peu plus globaux et le faire d'une façon qui soit partagée, donc à l'initiative de la DGEFP et en coopération avec l'ASP, avec qui on travaille déjà depuis plusieurs mois sur un certain nombre de démarches pour faciliter justement l'accompagnement des employeurs dans le recours à ces aides. L'élément sur lequel, pour resituer un peu le contexte, c'était notamment la nécessité, de notre point de vue, de repositionner les échanges qui peuvent avoir lieu dans le cadre de la mise en place de l'aide exceptionnelle entre l'entreprise, l'OPCO et l'ASP, donc qui sont les trois principaux interlocuteurs, puisqu'à l'issue de la transmission du contrat, on l'a schématisé ici de la façon la plus simple possible. On espère que ça permettra à chacun de s'y retrouver au mieux dès le départ. La transmission du contrat de professionnalisation comme du contrat d'apprentissage. L'OPCO le traite et intervient dans le dépôt via le système d'information qui a été mis en place par le ministère. Et ces informations-là, à partir de là, sont traitées, récupérées par l'ASP. Donc, on voit l'intermédiation de l'OPCO se fait au moment du dépôt des contrats. Et ensuite, la relation va passer plus directement du côté de l'ASP avec l'entreprise à travers des opérations de vérification d'informations, de confirmation et la mise en place de la relation via le portail SILAE. On y reviendra tout à l'heure, je pense, avec l'ASP qui va initier un petit peu cette relation. À partir de là, l'engagement, qui est la particularité pour les entreprises de plus de 250 salariés pour bénéficier de l'aide, va se matérialiser à travers un formulaire d'engagement. Et c'est à partir de là que va se mettre en place la mécanique des paiements qu'on détaillera tout à l'heure à travers les éléments que va pouvoir récupérer l'ASP sur la réalité du déroulement de ces contrats et qui vont se poursuivre sur leur intégralité jusqu'à la fin des contrats et qui se retrouvera à la fin sur une phase de contrôle par rapport aux engagements qui ont été pris, un contrôle qui se fera, lui, à une date, on est à partir du 31 décembre 2021. Voilà. Donc, c'était
là, juste voilà, un panorama un peu global pour resituer les interventions respectives. Et évidemment, il y a une fluidité qui a été développée entre l'OPCO et l'ASP sur le suivi de ces situations pour essayer d'accompagner au mieux l'ensemble d'entre vous. Sur les éléments un peu de questionnement qui ont orienté aussi la façon dont on va présenter les choses, on vous avait proposé un questionnaire en amont de la réunion, ce qui nous a permis d'avoir une petite idée sur l'échantillon hein, qui a répondu au questionnaire, puisque largement il y avait une volonté de recourir à l'aide exceptionnelle, ce qui était assez évident. L'information que ça nous a permis de voir, c'est que les personnes qui ont répondu considèrent que sur les conditions d'éligibilité à l'aide, assez largement, l'information est plutôt bien passée, puisqu'il n'y a que 30%, un peu plus de 30% qui considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur les conditions d'éligibilité à l'aide. La particularité, c'est plutôt que là où l'information est jugée insuffisante, c'est sur le fonctionnement pratique de l'obtention de l'aide. Donc, le fait que l'entreprise puisse y prétendre, ok, majoritairement, les choses sont assez claires, même si on pourra revenir sur des questions qui ont pu être remontées. Par contre, sur les modalités pratiques, c'est là effectivement que les choses deviennent moins claires pour les entreprises. Et donc, à partir de là, les questionnements principaux qui nous ont été remontés sont assez logiquement sur les modalités de paiement de l'aide, sur le suivi de ces paiements et sur le contrôle de l'atteinte des objectifs qui va conditionner le fait que l'aide soit bien maintenue dans l'entreprise. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'autres sujets. Bon, c'est assez réparti sur l'ensemble des sujets, mais voilà, les points qui étaient un peu plus saillants, effectivement, c'est sur les modalités pratiques de la mise en place du paiement, de son suivi et du contrôle qui va suivre à l'issue. Donc, des éléments sur lesquels on va revenir plus concrètement avec les interventions des uns et des autres. Voilà, donc je propose de passer sur le deuxième point, qui est plutôt sur le rappel du contexte justement de l'aide. C'est Anne-Laure qui va reprendre un petit peu la suite. Oui, donc bonjour à tous. Donc sur le rappel du contexte, donc bien repréciser, mais vous le savez tous, hein, que cette aide exceptionnelle s'inscrit dans le plan de relance souhaité par le gouvernement pour encourager les entreprises à maintenir leurs efforts dans la politique de l'alternance. Moi, je souhaitais aujourd'hui vous repréciser un petit peu pour que ça soit clair pour tous les conditions d'éligibilité donc de l'aide pour les entreprises. Alors, les conditions communes très rapidement, hein, avant de passer aux spécificités pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, l'aide exceptionnelle est prévue pour tout contrat conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Donc, on est bien sur la date de conclusion et non pas la date de début d'exécution du contrat. Parfois, il peut y avoir une confusion sur ce volet-là. Les entreprises peuvent donc en bénéficier pour tout contrat conclu dans cette période et visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du CNCP, hein, le cadre national des certifications professionnelles. Et enfin, dernière spécificité de l'aide exceptionnelle, l'aide ne court que sur la première année d'exécution du contrat. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y a une condition supplémentaire à laquelle elles sont assujetties. Je dis bien une condition parce qu'il y a deux modalités, mais c'est l'une ou l'autre. Donc, la première, c'est soit d'avoir atteint le taux de 5% de contrats favorisant l'insertion professionnelle. Donc là, quand on parle de contrats favorisant l'insertion professionnelle, on est sur les contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, CIFRE et VIE. Ce taux doit être atteint dans l'effectif salarié total annuel et est apprécié au 31 décembre 2021. L'appréciation de ce taux-là ou le suivant que je vais vous présenter est bien au 31 décembre 2021. L'autre condition, donc c'est soit d'avoir atteint ce taux-là, soit d'avoir atteint au moins 3% d'alternants, toujours au 31/12/2021. Donc là, quand on parle d'alternants, on est bien sur contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation uniquement. Et en cumulatif, d'avoir connu une progression d'au moins 10% de ces alternants au 31 décembre 2021, comparativement à l'effectif salarié annuel relevant de cette catégorie au 31 décembre 2020. Donc, soit vous faites partie de la première condition, soit de la deuxième, mais c'est bien l'une ou l'autre.
Nous l'avons abordé très rapidement, mais vous avez bien un délai de 8 mois à compter de la date de signature du contrat pour transmettre l'engagement, le formulaire d'engagement à l'ASP. Et le retour de ce formulaire vaut engagement pour l'ensemble des contrats en alternance conclus pour tout l'établissement de l'entreprise. Concernant les modalités de calcul, est-ce que Laurent, je te laisse la main pour préciser un petit peu ces modalités-là et concernant la notion d'effectif et la façon de calculer l'effectif? Oui, je vais reprendre la main. J'étais en train Excusez-moi, j'ai un petit souci. Je répondais sur le chat parce que je voulais faire une précision concernant le calcul de l'effectif. C'est une question qui est remontée préalablement à ce webinaire. Et on est bien sur un calcul de l'effectif annuel moyen conformément à l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale. Voilà. Et ça c'est également une question qui a été posée pour savoir quel effectif renseigné sur le formulaire d'engagement. C'est bien l'effectif annuel moyen de l'année N-1, celui que vous renseignez sur vos DSN en fin d'année. Parce que il se pourrait qu'on ait aussi des engagements qui nous arrivent en début d'année 2021. Donc à ce moment-là, ça sera des engagements qui devront porter comme effectif l'effectif annuel moyen au 31/12/2020. Pardon, excusez-moi. Voilà. Après, est-ce qu'on passe sur la partie suivante? Et juste un petit message à Carole. Je pense que mon message, enfin, je ne sais pas si l'ensemble des participants a vu ma réponse dans le chat. Je pense que j'ai un petit souci. Non, non. Alors, La réponse n'est pas visible. attendez, je règle ce souci-là pour que tout le monde profite. Je verrai, j'ai un souci parce que je n'ai pas envoyé à tous dans les réponses. Je vous propose qu'on avance et puis je vous ferai des réponses après. Donc, je vais essayer de vous présenter de façon très synthétique le circuit de gestion de vos contrats, donc qui part bien de la signature du contrat entre vous et les alternants. Donc, ces contrats, qu'ils soient d'apprentissage ou de professionnalisation, sont bien transmis à votre opérateur de compétences en charge du dépôt. Donc, c'est l'OPCO qui transmet l'ensemble de ces contrats à la DGEFP. Ensuite, il y a un contrôle d'éligibilité qui est fait selon les critères qu'a présenté Anne-Laure juste avant. Et donc, si c'est OK, ces contrats sont transmis par la DGEFP à l'ASP. Au moment où nous réceptionnons le contrat ou les contrats, il y a un mail qui part qui vous informe de la réception du contrat. Alors, ce mail part sur l'adresse mail qui a été renseignée sur le CERFA. C'est les éléments que vous avez renseignés sur le CERFA qui sont utilisés par l'ASP dans son process de traitement. Si vous nous avez retourné votre engagement, votre contrat passe en poursuite de traitement avec des vérifications pour savoir si le SIRET est bien actif. On a également un contrôle au niveau des redressements ou des liquidations judiciaires. Et le contrat est traité jusqu'au moment où on va vous demander de saisir des coordonnées de paiement. Et c'est très bon signe quand on vous demande de déposer les coordonnées de paiement sur le site SILAE, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que votre contrat est prêt à être payé. Tant qu'on n'a pas eu le retour de votre engagement, tous ces contrats sont en stand-by de notre côté et on n'instruit pas tant qu'on n'a pas votre engagement explicite à percevoir cette aide. Je propose qu'on passe à la slide suivante, Nicole.
Donc, le niveau des engagements. Donc, il y avait des questions également sur les engagements. Donc, c'est un engagement par entreprise au niveau sirène. Donc, un seul engagement pour un sirène et il est valable pour l'ensemble des établissements qui dépendent de ce sirène. Et cet engagement est valable également pour l'ensemble des contrats en alternance. Il n'y a pas un engagement spécifique pour les contrats d'apprentissage ou un engagement spécifique pour les contrats de pro. On est bien sur des contrats en alternance. Donc cet engagement, il est disponible sur notre site internet et vous avez l'adresse sur l'accusé de réception qui vous est envoyé au moment où on a reçu vos dossiers. Et vous devez nous le retourner par voie électronique, par mail. Et c'est très, je pense que c'est très bien expliqué sur l'engagement que vous recevez. Notre process de gestion côté ASP, il est basé sur un système d'établissement. Donc, nous, on traite au SIRET. Je vais dire que l'ASP a plus une habitude d'intervenir sur des entreprises de plus petite taille que les vôtres et on est bien sur une gestion au niveau établissement. Donc, au niveau du suivi des paiements, du suivi des dossiers, tout se passe au niveau établissement, au niveau SIRET. Je rappelle bien, mais ça c'est un point très important, que la communication que nous faisons partir à votre destination est basée sur les éléments que nous récupérons donc du process que j'ai présenté juste avant, qui sont normalement les éléments que vous avez renseignés sur les CERFA. C'est valable pour les mails, mais c'est valable également au niveau des adresses postales, au niveau des numéros de téléphone et également au niveau de l'effectif. Il se pourrait que certains de vos établissements remplissent, enfin je pense même que c'est ce qui se passe, remplissent directement les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation et peuvent mal saisir l'effectif. L'effectif sur les CERFA, et bien l'effectif au niveau entreprise, au niveau sirène. Et il se peut que l'établissement qui n'a pas bien compris la consigne ou alors pris dans le poids des habitudes, remplissent l'effectif au niveau de l'établissement. Ça a un vrai impact pour nous parce que le circuit de gestion n'est pas du tout le même pour les entreprises de plus de 250 salariés que pour les entreprises de moins de 250. Si l'établissement renseigne, je vais dire n'importe quoi, 110 salariés sur son CERFA, le CERFA, nous, va nous être adressé dans la mauvaise boîte, dans le mauvais tiroir, et donc va passer en instruction directe, ce qui n'est pas souhaitable, parce qu'après, en termes de suivi et en termes d'atteinte des objectifs, ça ne va pas fonctionner. Donc là aussi, vous pouvez avoir des messages qui viennent de nos directions régionales vous demandant de revenir vers votre opérateur de compétences pour effectuer une correction sur cet effectif, pour être sûr que le contrat nous arrive bien dans le tuyau des entreprises de plus de 250. J'en profite pour vous parler des communications donc, qui sont émises par notre système d'information. Notre système d'information, il s'appelle Noé. Et c'est lui qui envoie des messages qui s'appellent noé.noreply@asp-public.fr. Ce ne sont pas des messages frauduleux. C'est un expéditeur en no-reply. On sait qu'on doit progresser sur cet expéditeur parce que les no-reply posent beaucoup de problèmes sur des traitements de certaines messageries électroniques sur les indésirables et sur les spams. Mais quand vous avez un message que vous recevez de noreply@asp-public.fr, ce n'est pas un spam, ce n'est pas un message frauduleux. Et je vous invite à répondre systématiquement aux messages qui vous sont adressés par Noé, même si vous avez l'impression que ces éléments-là, on les a déjà récupérés au niveau du CERFA qui nous a été transmis. Il se peut qu'on ait une problématique sur des caractères accentués. Je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui, on a des petits soucis d'encodage des caractères accentués, ce qui provoque des fois des traitements automatiques par notre SI de façon indésirable. On est en train de travailler dessus pour que ça s'améliore avant la fin de l'année. Et il se peut également qu'on vous demande que vous nous confirmiez votre adresse. Alors là, l'adresse, c'est l'adresse postale. C'est qu'à chaque fois qu'on instruit un dossier, on vérifie la correspondance entre l'adresse postale et celle qui est présente sur un outil de contrôle que nous utilisons qui s'appelle InfoLégal,
pour être sûr que ça soit bien la bonne adresse pour l'établissement. Et il se peut à certains moments que l'adresse ne colle pas et on vous demande de nous confirmer l'adresse. Nos DR attendent un retour, nos directions régionales, nos sites de gestion attendent un retour de votre part sur ces messages-là avant de traiter les SERFA. Donc, je vous encourage vivement à répondre à chaque fois quand vous avez un message qui vous arrive de Noé, NoReply et sppublic.fr. Donc, au niveau des actions requises pour vous, donc par l'établissement, et je vais vous élargir un petit peu les choses niveau entreprise après. Il y a besoin de créer un compte sur, je vais dire, notre extranet Silae. Silae, c'est un site spécifique de l'ASP qui vous permet donc de créer un compte, d'aller y déposer et de valider les coordonnées de paiement sur lesquelles vous souhaitez que l'aide soit payée. Donc là, on peut très bien imaginer que pour une entreprise de grande taille, on peut utiliser le même RIB pour l'ensemble de ces établissements, mais ce n'est pas forcément la seule solution. Vous pouvez choisir pour tel ou tel établissement d'avoir un paiement sur tel ou tel RIB. C'est également sur Silae que vous allez pouvoir consulter tous les avis de paiement, donc avis de paiement mensuels par établissement qui récapitule l'ensemble des contrats qui vous ont été payés et les mois d'effet qui ont été payés. Parce qu'il se peut qu'on reçoive, là au 1er décembre, qu'on reçoive un contrat qui a démarré en juillet et donc le premier paiement, vous pourrez très bien avoir les mois de juillet à octobre qui vous seront payés. Et ça, sur les avis de paiement, c'est très clair et ça vous permet de faire un suivi de la vie de votre dossier côté ASP. Et il y a une contrainte plus forte sur les contrats de professionnalisation qui pèse sur vous, qui est le dépôt des bulletins de salaire. Alors, le dépôt des bulletins de salaire pour les contrats de professionnalisation, on n'a pas pu faire autrement que de passer par cette étape, car nous ne sommes pas autorisés aujourd'hui à consommer les éléments de DSN sur les contrats de professionnalisation, alors que sur l'apprentissage, vous n'avez pas cette étape à faire, car nous sommes autorisés à consommer les éléments que vous déclarez dans vos DSN sur vos apprentis. Donc, sur vos apprentis, vous avez juste à faire vos déclarations sociales nominatives et nous, on les récupère. J'attire votre attention sur un point de contrôle qui est fait et de façon systématique côté ASP. Nous recherchons, il faut que les DSN soient faites sur le même SIRET que le SIRET porté sur le contrat d'apprentissage. J'ai déjà eu des alertes de certains groupes, de grands groupes qui effectuaient leur DSN sur le SIRET support de la paye et du coup, ça c'est bloquant chez nous. Le premier point qu'on regarde, c'est si la paye est faite sur le même établissement que le contrat de travail. Voilà. Un petit focus sur le portail dédié sur le dépôt des bulletins de salaire pour les contrats de pro. Donc, cette adresse, elle est aussi communiquée sur l'accusé de réception des contrats de professionnalisation. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte utilisateur pour aller déposer les bulletins de salaire sur ce portail. C'est une identification qui est faite via un SIRET, une adresse mail du déposant et un CAPTCHA pour vérifier qu'on n'est pas sur un process automatisé. Et vous pouvez déposer jusqu'à 10 bulletins de salaire par connexion sur ce portail. Et vous ne pouvez pas déposer des bulletins de salaire sur un établissement pour lequel on n'a pas encore reçu de contrat de professionnalisation de la part de l'OPCO. Il y a un contrôle qui est fait au niveau de l'existence du SIRET dans nos bases. Donc, c'est ce qui peut expliquer pour certains d'entre vous, si vous avez voulu aller déposer très vite des bulletins de salaire sur ce portail, vous avez une erreur comme quoi le SIRET est inexistant. Et bien, le SIRET est inexistant parce que pour l'instant, le SIRET n'est pas dans le process de gestion contrat de pro de l'ASP. Alors, il y a plusieurs raisons possibles à ça. Soit on n'a pas encore reçu le CERFA relatif à ce contrat de professionnalisation, soit on n'a pas encore reçu votre engagement et donc on n'a pas pu le passer dans le circuit de gestion, ou alors, dernier cas, on n'a pas encore traité votre engagement parce qu'à chaque fois,
on fait une reprise de tous les CERFA reçus depuis le début de la mesure, et ce qui nous demande des fois un petit peu de temps. Juste à titre d'information, la semaine dernière, on a reçu sur une semaine plus de 180 000 contrats, et ça demande un petit peu de temps après en termes d'instruction. Laurent, si je peux intervenir, il y a quelques questions qui ont en partie été répondues. Le délai moyen entre l'envoi de l'engagement et le premier versement. Alors, le délai moyen entre l'envoi de l'engagement et le premier versement, alors, je vais dire du premier versement d'un contrat qu'on a bien reçu, parce qu'il se peut qu'on a aussi des petits problèmes de temporalité entre le moment où vous nous envoyez votre engagement et le moment où on va recevoir, en tout cas, le contrat d'apprentissage que vous voulez suivre. On est sur un délai d'instruction moyen de 7 jours. Après, sur le versement, je vais en parler tout de suite, je voulais en parler plus tard. Au niveau de l'agence de paiement, on ne paye pas au fil de l'eau. On a 2 séries de paiements par mois. Donc, il y en a une qui est plutôt basée en début de mois et l'autre en fin de mois. Alors, celle qui est basée en fin de mois, on essaie de la mettre le plus tard possible parce qu'on reçoit les éléments donc, de DSN via le JIP-MDS contractuellement entre le 20 et le 25 de chaque mois. Donc là, par exemple, concrètement, le 23 novembre, on a reçu les déclarations sociales nominatives relatives à octobre 2020. Ces calendriers de paiement, je pense que vous avez été destinataire aussi, je les transmets depuis très peu de temps aux opérateurs de compétences, qui peut aussi des fois vous donner quelques éléments. Là, le prochain décaissement Banque de France, il est Alors, on a une question également sur le bulletin de salaire, le portail pour transmettre les bulletins de salaire. Comment s'appelle-t-il? Alors, je vais vous envoyer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le mettre à plat. Alors, il n'a pas de nom. C'est un portail qu'on a mis en place vraiment à part de notre outil Silae. Donc, l'URL est disponible dans les accusés de réception. Elle est également accessible sur le site de l'ASP. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit copier-coller dans le chat et je vais vous envoyer l'URL. Pourquoi on n'a pas choisi de diffuser l'URL de dépôt des bulletins de salaire en dehors d'un circuit accusé de réception des dossiers? C'est pour l'élément que je partageais avec vous tout à l'heure, c'est que tant que le dossier n'est pas en gestion de notre côté, vous ne pourrez pas aller déposer des bulletins de salaire sur ce portail. Vous aurez systématiquement une erreur. Je partage dans 30 secondes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Carole? Il y a d'autres questions. Qu'est-ce qu'il se passe si le quota des 5% n'est pas atteint donc à fin 2021? Allez, je vous mets l'URL tout de suite et merci Nicolas si tu peux relayer. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accès à l'ensemble des participants. Ça y est. Alors, si aucune des deux conditions n'est respectée au 31 décembre 2021, donc la phase de contrôle, comme l'expliquait Nicolas, elle aura bien lieu au courant du premier semestre 2022. Eh bien, l'ASP va émettre un ordre de recouvrement sur l'ensemble des sommes perçues par l'entreprise sur cette aide exceptionnelle. Et donc, vous confirmez que c'est bien sur l'année 1, -1, pardon, N-1. C'est bien apprécié au 31 décembre. Ces éléments, que ce soit les 3% ou les 5%, sont bien appréciés au 31/12/2021. Et donc, on regarde la progression par rapport à N-1. Toujours concernant ce formulaire, cet engagement, doit-on attendre le courrier de l'ASP pour le demander pour l'alternant concerné, ou à chaque fois qu'on saisit un alternant? Vous avez répondu en partie. Ce que je retiens, c'est ce qu'il faut attendre le courrier de l'ASP, ce qu'il peut être envoyé en amont. L'engagement? Oui.
L'engagement, donc on est bien sur un engagement unique et dans les courriers de l'ASP, vous verrez qu'il est bien stipulé que si vous avez déjà retourné votre engagement, vous n'avez plus d'autres actions à faire, vous pouvez l'envoyer en amont et de toute façon, nous on sera capable de le traiter qu'à partir du moment où on aura reçu un contrat du Sirène concerné. Vous pouvez nous l'envoyer dès demain. Mais alors, si vous voulez nous l'envoyer dès demain et que vous n'avez pas reçu de mail de l'ASP, vous aurez peut-être un souci, je dis bien peut-être un souci, pour savoir à quelle adresse mail le renvoyer, à moins que vous l'ayez téléchargé sur la page emploi du site de l'ASP. Alors là, on est sur le processus de gestion. Que faire des accusés réception des données de votre contrat d'apprentissage si la société n'est pas éligible? Qui est informé? Donc là, ça serait le cas d'un message reçu par une société non éligible. Donc là, il y a eu un trou dans le… Alors, non éligible par rapport aux critères d'éligibilité ou non éligible parce que l'entreprise ne souhaite pas s'engager. Pour moi, quand j'entends non éligible, je serais plus sur des problèmes de critères d'éligibilité. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu un trou dans la raquette en quelque part sur le contrôle de l'éligibilité qui informait l'ASP est la bonne personne à informer et nous, après, on fera le relais. Donc c'est bien sur les critères d'éligibilité. Ouais. Donc là, c'est qu'il y a eu un trou dans la raquette et ça, on est capable, nous, d'annuler le dossier. Alors, il y a quelques questions qui concernent vraiment le processus de gestion. Je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Il y a la question, par contre, sur le formulaire d'engagement pour les filiales d'un même groupe. Donc, c'est un engagement par filiale, enfin toujours par Sirène. Un engagement par Sirène. Après, est-ce qu'il y a… Je regarde. Alors, il y a une demande de précision également sur les effectifs. Donc, en cas de contrôle, est-ce que vous pouvez revenir sur ce point? Sur les effectifs en cas de contrôle ou les effectifs utilisés pour le contrôle. Donc, les effectifs sont bien les effectifs annuels moyens que vous déclarez chaque fin d'année sur votre DSN. Et si c'est le lien, c'est l'effectif qui est calculé selon le code de la sécurité sociale. Est-ce que ça répond à la question ou je suis passé à côté? J'ai un nom. Peut-être que si la personne… Mais après, ça c'est un petit souci technique. Moi, mon chat, j'ai pas ces questions-là, mais c'est peut-être fait exprès. Non, Laurent, je pense qu'en fait, on a deux rubriques. On a une rubrique chat, on a une rubrique questions, et c'est dans la rubrique questions, en fait, tu vas juste voilà. au-dessus. Tout à fait, c'est bien ça, désolé. Ok. Ah oui, ça va beaucoup mieux comme ça. Ouais. Il y a pas mal de questions, peut-être qu'on pourra y revenir plus tard. Moi, je retiens qu'il y a des questions sur des questions de modification, c'est-à-dire s'il y a eu une erreur dans la saisie au moment de la rédaction du CERFA, ou s'il y a eu une erreur ou un changement, pardon, d'établissement de l'apprenti, vers qui on doit se tourner. Donc là, ceux vers qui on doit se tourner, effectivement, c'est l'OPCO avec qui on va intégrer les informations et qui seront reroutées avec les modifications. Tout à fait. Et alors, je vois là, j'ai pris une question. Là, les engagements, il y avait une question pour des entreprises, enfin, les sirènes de moins de 250 salariés ne sont pas concernées du coup par cet engagement. On est bien sur un autre circuit. C'est le circuit donc où là, on reçoit vos contrats et on met en paiement sans attente de retour d'engagement et il n'y aura pas en 2022 de contrôle sur l'atteinte d'un des deux taux pour des entreprises donc sirènes de moins de 250 salariés.
Est-ce que on pourrait peut-être passer au slide Oui. suivante Ouais, et puis voilà. Oui, là, on je va vais vous écrire expliquer un peu comment fonctionne le paiement de notre côté. Donc, le premier mois est versé à l'aveugle, c'est-à-dire sans contrôle par le biais de la DSN ou du bulletin de salaire. Ça, c'est le principe, mais c'est vraiment le premier mois de contrat. Ensuite, le mois suivant, comme je vous l'ai indiqué, on reçoit en fin de mois la DSN pour les contrats d'apprentissage ou alors vous aurez déposé le bulletin de salaire sur le portail nécessaire. Donc, si on a un élément de salaire brut non plafonné qui est déclaré pour le mois qui a été payé à l'aveugle, on déclenche le paiement du mois suivant et on justifie le paiement qui a été fait pour le mois précédent. Je vais prendre un exemple relativement simple, un contrat qui démarre en septembre 2020. Donc, le mois de septembre 2020 est versé à l'aveugle sans contrôle ni par DSN ni par bulletin de salaire à partir du moment où on a des coordonnées de paiement validées et on vous verse la première fraction mensuelle. Ça me fait penser qu'il faut que je vous parle de ces fractions mensuelles. Et donc, fin octobre, on reçoit la DSN. Si on voit qu'il y a eu, je dis n'importe quoi, 600 € de salaire versé à l'apprenti, on déclenche le paiement d'octobre et on affirme que le paiement de septembre était justifié. Par contre, si au mois d'octobre, on reçoit par exemple une déclaration sociale nominative avec 0 € de salaire versé pour l'apprenant, on ne déclenche pas le paiement du mois d'octobre et on met le paiement qui a été effectué à l'aveugle pour le mois de septembre en négatif. Donc, je vais dire de façon très simple, vous avez eu un versement de 666 € pour le mois de septembre. Sur l'avis de paiement que vous aurez fin octobre, vous aurez un avis de paiement avec moins 666 € qui viendra régulariser en fait le versement indu, en tout cas non justifié que vous avez perçu pour le mois de septembre. Ce blocage et les négatifs, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre et on ne peut pas sortir de cette situation. Tout ça, ça peut être corrigé soit par l'envoi de suivi plus tardivement, l'exemple des bulletins de salaire. On a clôturé notre série avant le dépôt de votre bulletin de salaire de votre alternant. Il n'y a pas de souci. Sur la prochaine série de paiements, la situation sera régularisée. Vous aurez le négatif qui sera supprimé et le paiement qui devait être déclenché sera déclenché. Au niveau des DSN, c'est la même chose également. Vous pouvez, même si c'est le mois suivant, intervenir sur vos DSN pour pouvoir rectifier une déclaration erronée, si c'était bien une déclaration erronée. Il y avait une question dans les slides que j'ai eues qui était sur le montant de l'aide. Donc, on intervient bien, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, sur les 12 premiers mois et on a des montants de 5 ou 8 000 €. Alors, je vais prendre un cas simple. L'alternant, il est majeur dès le début du contrat et le contrat fait plus de 12 mois. Nous, on va faire 8 000 divisé par 12 et ça correspondra aux fractions mensuelles que vous allez percevoir sur la prise en charge de l'aide exceptionnelle. Le paiement, il est débloqué par l'ASP à partir du premier euro versé en rémunération à votre apprenti. Si l'apprenti est absent, si l'apprenti a pris des congés ou je ne sais quelle raison, l'aide n'est pas proratisée. C'est vraiment un système de tout ou rien. C'est à partir du moment où on a une rémunération brute supérieure à 0, la fraction mensuelle est versée dans son intégralité. On a une déclaration à 0 ou alors une régule en négatif. L'aide n'est pas versée. Voilà le principe. Il n'y a pas de problème de justifier le temps de présence de l'apprenti ou de l'alternant là-dessus. Si l'apprenti commence en étant mineur et qu'ensuite il va devenir majeur au bout du 3e mois de contrat, la revalorisation des échéances est faite le mois suivant la date anniversaire. Donc, son anniversaire était au mois de novembre. Il a eu 18 ans le 20 novembre. La revalorisation passera à partir du mois de décembre. Voilà pour les suivis d'activité. Vous n'avez pas de suivi d'activité à saisir sur SILAE, à la différence d'autres aides qui sont également gérées sur le même portail,
des gens qui ont des contrats aidés, des CUI ou qui ont déjà connu l'ASP sur d'autres aides. Là, il y avait des déclarations de suivi mensuelles ou trimestrielles où il y avait de la proratisation. Cette aide-là, c'est vraiment un mode on-off, il n'y a pas de proratisation. C'est soit la fraction mensuelle vous est due et à partir du premier euro de salaire, ou sinon, elle ne vous est pas due. Est-ce qu'on se prend un moment question ou est-ce qu'on continue? Les questions sont assez nombreuses. Moi, je propose on va prendre les questions. continuer. Okay. On va prendre les questions. Non, mais on va prendre les questions parce que de toute façon, pour moi, j'en arrivais. Oui, après, ça va être la phase multi-établissement. On va regarder les questions qui sont en rapport avec ce process de gestion et les paiements. Alors, j'ai une question donc, sur les 5%, sur le calcul des 5%. Donc, la loi dit qu'il faut tenir compte pendant l'année suivante, suivant la date de fin de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue du dit contrat. Comment doit-on prendre en compte les alternants repris en CDI pour le calcul des 3 ou 5%? Ouais, ça. C'est une très bonne question. Hop. Je vais revoir ça. Ok. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à la question directement. Je vais la reprendre et ça me permet de partager avec vous aussi un point que je ne vous ai pas dit sur courant 2021. L'ensemble des entreprises engagées à percevoir l'aide, nous allons vous envoyer on va avoir besoin de récupérer une attestation sur l'honneur comme quoi vous avez atteint ou non ces engagements. Et cette attestation, elle est encore en cours de validation, justement pour prendre en compte tous ces cas-là. Je vais regarder ça de près et je vous ferai un retour. Et il faut qu'on le prévoie aussi également dans l'attestation, qui sera une attestation uniforme pour l'ensemble des entreprises. Alors, toujours autour du quota d'alternants, donc si la société ne souhaite pas s'engager, car pas certaine d'atteindre les 5%, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Eh ben, il ne faut pas nous retourner le formulaire d'engagement. Tant qu'on n'a pas de formulaire d'engagement, pas de traitement. Et donc, en termes de timing, il y a eu un élément de timing qui a été mis dans le réglementaire sur le délai de transmission de cet engagement. Donc, l'entreprise dispose d'un délai de 8 mois pour nous transmettre son engagement. Donc, si au bout de 8 mois, on n'a pas d'engagement reçu, eh bien, c'est un refus pour percevoir cette aide. Donc, toujours sur le quota, est-ce qu'il prend en compte les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et 28 février 2021 ou tous les alternants? L'ensemble des alternants. Alors là, plus spécifiquement sur SILAE, si le code d'inscription n'a pas été reçu pour la création du compte, comment l'obtenir? Alors, le compte, alors je vais vous donner ces éléments après. Donc aujourd'hui, le process tel qu'il est mis en place par l'ASP, donc c'est un compte pour un établissement. Et le process de transmission de ces identifiants, login, mot de passe, est basé sur l'adresse postale. C'est un envoi postal à destination de l'établissement. Il se peut que, pour plein de raisons, le courrier était mal routé, ou alors période de confinement, il n'a pas été traité, ou que vous faites traiter votre courrier par un prestataire qui a jugé que notre envoi était de la publicité et il n'a pas été ouvert. Enfin, on a plein de cas comme ça. Donc après, il y a possibilité en contactant
l'ADR de gestion, la direction régionale de gestion du dossier. L'adresse mail est stipulée sur les accusés de réception. Vous leur envoyez un email pour qu'ils puissent renvoyer les codes d'inscription. Et je vais également vous présenter une solution qui va vous permettre je dirais, de passer outre l'envoi des codes d'inscription par voie postale et surtout qui va vous permettre d'avoir un seul login mot de passe, un seul compte pour l'ensemble des établissements que vous souhaitez superviser. Si vous souhaitez le faire, il se peut qu'il y ait un sirène veuille le superviser, je ne sais pas, ces 600 établissements. On a mis en place une solution qui va vous permettre donc du coup d'avoir un seul code unique d'accès à SILAE et qui vous permettra d'accéder sur les 600 ou aux 1000 ou les 200 établissements que vous nous aurez communiqués. Une question sur la saisie des RIB sur SILAE. Donc, a priori, elle ne fonctionne pas. Donc, c'est plus une remarque au passage. Donc, la saisie du RIB sur SILAE ne fonctionne pas. Et pareil, sur le numéro vert de l'ASP, comment vous contactez aujourd'hui? Alors, la saisie du RIB ne fonctionne pas. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça fonctionne. Il se peut qu'il y ait certains employeurs on a un souci aujourd'hui avec certains comptes qui ont bénéficié de l'activité partielle de façon massive sur le printemps dernier. Et on a des anomalies sur ces comptes-là. Si vraiment la saisie du RIB ne fonctionne pas, donc vous contactez le numéro. Alors c'est pas un numéro vert de l'ASP. On a changé notre numéro depuis lundi dernier. C'est un numéro gris, mais la seule chose c'est que le coût de l'appel il est mis. Il ne faut pas hésiter à nous contacter donc sur ce numéro-là. Le temps d'attente peut être long parce qu'en ce moment on a un gros flux de contrats qui rentrent, donc on a énormément d'appels. Et on peut vous accompagner soit pour débloquer le dépôt du RIB, et si vraiment le RIB, on se rend compte qu'il y a un problème avec le compte et que c'est bloqué, on a une procédure de contournement qui est une gestion directe par nos sites gestionnaires. Mais je ne vous engage pas à envoyer directement vos RIB aux adresses de gestion. Les adresses de gestion que vous aurez, elles seront par exemple du type ara-aua@asp-public.fr. Il faut être passé par une phase d'assistance avant que le site gestionnaire puisse traiter votre RIB en direct. On a possibilité, nous, de notre côté, de saisir un RIB et de le valider à votre place si vraiment la procédure ne fonctionne pas. Est-ce qu'on pourra donc à l'issue préciser ou partager le numéro? Parce que visiblement, une nouvelle remarque, c'est que peut-être ce nouveau numéro ne reçoit pas les appels ou au moins il est difficile de vous joindre. Oui, il est difficile de nous joindre. Je vais remettre les nouveaux numéros qui sont en vigueur depuis lundi dans le support. Mais oui, il se peut que… alors, notre migration téléphonique a eu lieu lundi. Donc, c'était, je vais dire qu'entre vendredi et lundi, c'était très difficile. Et après, on est aujourd'hui à… rien que sur la partie alternance, on est autour de 1500, 1600 appels jour. Et il y a des moments dans la journée où ça peut être compliqué de nous joindre. Donc, je reviens sur le process de gestion. Donc, vous avez précisé, Laurent, tout à l'heure que pour les contrats de professionnalisation, il était nécessaire de retourner les bulletins de salaire. Concernant les contrats d'apprentissage, est-ce que vous confirmez qu'un seul engagement, une seule fois, du coup, par sirène suffit? Et je confirme ça sur l'ensemble des contrats en alternance. Un engagement pour un sirène, que ça soit en contrat de pro ou en contrat d'apprentissage. Et je confirme bien que sur l'apprentissage, pas besoin de déposer des bulletins de salaire. On consomme les éléments en DSN. Donc après, par contre, si vous vous rendez compte qu'il y a un souci, alors de toute façon, si nous, on a un souci côté réception de la DSN, à chaque fois, il y aura un mail qui partira en disant que nous n'avons pas réceptionné d'éléments de suivi de salaire pour le mois
le message qui est parti fin novembre était « Nous n'avons pas réceptionné l'élément de suivi pour le mois d'octobre », toujours pour le mois -1. Là, vous avez un mail d'expéditeur, il faut lui répondre. Et notre objectif est de vous accompagner pour calibrer les DSN pour qu'elles soient correctement traitées par l'ASP. Nous, on se base sur, on consomme pas les DSN natives que vos établissements font. C'est un extrait qui s'appelle DADI, c'est le droit d'accès aux données individuelles, qui a un retraitement du JPMDS et de la CNAV. Et pour ça, il faut qu'il y ait des éléments qui ont permis de façon claire à ces interlocuteurs d'identifier que c'était un apprenti. Donc, il y a un code de politique publique bien particulier à renseigner. Il y a pas mal de choses qui peuvent des fois bloquer les remontées de vos DSN. Et là, l'assistance par mail, on est là justement pour vous aider à débloquer ces DSN. Si vraiment on était sur des points de blocage insolubles, et ça, on en a rarement vu, on a toujours en dernière solution la possibilité d'utiliser un bulletin de salaire pour corriger un mois. Je dis n'importe quoi, il y a eu un souci sur une DSN au mois de juillet. Ça peut vous demander beaucoup de temps et d'énergie pour aller faire du rectificatif sur la DSN de juillet. Nous pouvons utiliser le bulletin de salaire en lieu et place de la DSN pour rectifier cette donnée de juillet à condition que la DSN soit correctement rapprochée par nos services pour les mois à venir. Alors, une autre question sur le formulaire d'engagement. Comment savoir que l'ASP a bien reçu le formulaire? Est-ce que l'entreprise reçoit un accusé réception? Alors, il n'y a pas d'accusé de réception sur la réception du formulaire. Par contre, on revient vers vous que si sur le formulaire, on a des éléments qui ne nous conviennent pas. Un cachet manquant, je sais pas, une case non renseignée. À chaque fois, vous aurez un de nos retours. Sinon, vous avez de nos nouvelles en fait pour savoir si on a bien reçu votre engagement par le biais du circuit de validation des CERFA. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas reçu votre engagement, vous avez une information comme quoi on a reçu votre dossier, point final, vous n'avez rien d'autre. Par contre, le fait qu'on ait reçu votre engagement génère de nouvelles communications sur le mail donc, qui a été renseigné sur le CERFA, où on va vous parler justement du dépôt et de la validation des coordonnées de paiement. Et surtout, vous allez avoir un dernier élément qui va vous être envoyé. Ça, c'est juste avant le premier paiement qui concerne l'échéancier. Vous recevrez pour chaque dossier un échéancier des paiements. Bien sûr, un échéancier prévisionnel comme dans un monde où tout va bien et qu'on a eu à chaque fois des suivis tous les mois. Donc, c'est cette reprise des communications qui vous dit que non seulement l'engagement a été bien reçu par l'ASP et il a été traité et que le dossier commence à être mis en paiement. Alors, nous avons pas mal de questions sur la gestion des multi-établissements. Est-ce que vous souhaitez peut-être… Oui, ben ça va être la slide suivante. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres qui… Ok. Je pense qu'on peut passer sur les multi-établissements parce qu'en effet, quand je regarde les… Il y a beaucoup de questions. Allez, juste rassurer la personne qui vient de poster la dernière question, qui n'a pas reçu l'échéancier et juste la prise en compte des dossiers. Non, ne vous inquiétez pas, il va venir par la suite l'échéancier. Là, vous avez juste eu la prise en compte et donc l'échéancier va arriver à partir sur notre prochaine série de paiements normalement. Voilà. Alors, donc, adaptation pour des entreprises comme les vôtres qui ont beaucoup d'établissements et qui ont besoin de peut-être de globaliser ou de superviser ou de mutualiser en tout cas le traitement. Donc, on a mis en place un contrat de prestation que je diffuse ça juste après le webinaire. Hein. Il est frais de mercredi dernier. Et j'ai préféré attendre qu'on ait ces échanges aujourd'hui avant de vous le diffuser. Et donc, je le diffuserai à l'OPCO et qui vous le fera suivre. Et puis, si vous avez
des questions par rapport à ce contrat de prestation, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi. Qu'est-ce qui vous permet, ce contrat de prestation, de rattacher différents SIRET sur un seul? C'est-à-dire que vous allez choisir un SIRET qui sera le SIRET maître de votre entreprise. Et ce SIRET vous permettra, avec un seul login et un seul mot de passe, d'aller visualiser, superviser l'ensemble des SIRET que vous nous aurez fournis. Et c'est valable si vous en avez 20 et c'est valable si vous en avez 1500. Donc ça, l'avantage aussi de ce contrat de prestation, c'est que le code d'inscription, parce qu'il n'y en a qu'un, vous est transmis par mail, par retour de mail en fait, directement, et il est doublé de toute façon d'un envoi postal, parce que ça, chez nous, c'est systématique. Là, côté agence comptable, il faut absolument un envoi postal. Et donc, ça vous permet de lever les problématiques d'envoi postal des multiples comptes établissements, et ça vous permet de superviser les choses à 2, 3, 1 ou 20 personnes. Enfin, après, ça, c'est une question d'organisation propre à votre entreprise. Et ce contrat de prestation, il est valable pour l'objet de nos échanges de ce matin, qui est l'aide au contrat en alternance, mais il est également valable pour l'ensemble des aides qui sont gérées par ce portail SILAE, et en particulier l'aide à l'emploi des jeunes. C'est l'aide pour les jeunes de moins de 26 ans, qui est également gérée sur SILAE et pour lesquels vous avez peut-être fait des demandes. Alors, ça me permet, en parlant d'aide à l'emploi des jeunes, de vous parler de quelque chose d'important. Le contrat de professionnalisation peut être éligible à l'aide à l'emploi des jeunes, mais par contre, il n'y a pas de cumul possible des deux formules, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à bénéficier de l'aide exceptionnelle au contrat en alternance pour un contrat pro et en même temps faire une demande sur SILAE pour bénéficier de l'aide à l'emploi des jeunes. C'est l'un ou l'autre. À partir du moment où vous nous avez transmis votre engagement, on considérera que l'engagement que vous nous avez transmis prime sur l'aide à l'emploi des jeunes. Donc, si vous cherchez à mettre en place l'aide à l'emploi des jeunes, vous aurez systématiquement un message d'erreur en disant que ce contrat est déjà en cours de traitement sur un autre dispositif. Voilà, sur cette partie évolution SILAE, qui sont des évolutions relativement récentes, parce que je vous dis, ça date de la semaine dernière, et qui va vous permettre de solutionner une partie de vos soucis de mutualisation. Voilà. Et donc, on met en place aussi tous ces 11 webinaires avec les OPCO, avec la DGEFP, avec vous, pour vous accompagner, répondre au mieux à vos questions et également recueillir vos besoins pour voir et étudier ce qu'il est envisageable pour nous de faire en termes d'évolution pour le début 2021. Alors, en respectant toutes les contraintes de calendrier, de fonctionnalité relatives à la mise en paiement de ces aides. Et je pense qu'on peut revenir aux questions. Moi, j'avais pas prévu de vous apporter plus d'éléments que ça, et je voulais vraiment que ça soit quelque chose un petit peu de dynamique, mais ça l'est. Alors, il y a sur la mise en place du contrat de prestation, donc comment concrètement il est mis en place? Alors, je vous l'envoie, il est mis en place de façon assez simple. Il y a un contrat de prestation, donc c'est celui que je vais vous diffuser juste après la réunion, à renseigner. Vous choisissez donc le SIRET qui va être le SIRET maître de tout ça. Vous nous envoyez ensuite sur un fichier Excel l'ensemble des SIRET que vous voulez rattacher. C'est expliqué dans le contrat que je vais vous envoyer. Et ensuite, vous le retournez par mail sur une adresse spécifique de l'ASP qui gère ces contrats de prestation. Et vous recevez dans la foulée, dès qu'il est traité, vos codes d'inscription. On a plusieurs questions effectivement sur les envois, notamment par courrier. Est-ce qu'on peut les grouper pour qu'ils soient envoyés tous sur un site central pour éviter qu'il y ait une dispersion entre les établissements? Donc, je suppose qu'une fois qu'on a souscrit à ce contrat de service, c'est le cas. Mais, oui.
Par contre, donc j'en reviens bien au principe de base donc de notre système d'information et de comment on gère. On gère bien par établissement. Donc à partir de là, on se sert de l'adresse postale qui est renseignée dans le CERFA, dans le FA13, dans le J20, et il y a un envoi si l'entreprise n'est pas connue d'un courrier avec des codes d'inscription. Alors ça n'empêche pas les deux, c'est-à-dire que l'établissement va recevoir directement par courrier un code d'inscription qui ne sera pas du tout le même que le compte de supervision qui sera créé par le contrat de prestation. L'établissement pourra aller se connecter sur son compte SILAE. Là-dessus, on n'a pas de raison, et puis d'ailleurs, il n'y a pas de sujet pour l'empêcher de se connecter. Par contre, avec votre compte, je dirais, de super utilisateur SILAE avec le contrat de prestation, vous pourrez de toute façon superviser l'ensemble des établissements. Je dirais que s'il y a une action faite par l'établissement qui ne vous satisfait pas niveau entreprise et supervision, vous pourrez revenir toujours sur ce qui a été fait. Comme on est arrivé à l'issue de la présentation, est-ce qu'on peut proposer d'ouvrir les micros pour permettre d'avoir peut-être un échange direct et puis on complétera avec les questions du chat qui sont sans réponse ou qui demandent peut-être des précisions. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hugo Louchard, entreprise à système. Je vous embête pas très longtemps. Moi, il y a juste un point qui me pose souci. Alors, j'ai reposé dans le chat et j'ai eu ma réponse. C'était tout simplement au démarrage de la réunion quand vous avez indiqué que ce qui faisait foi, c'était la date de conclusion et non les dates de démarrage. Donc ça, bon, ça merci beaucoup parce que j'ai eu du mal à obtenir cette info auparavant. Et c'est vrai que nous, le contrôle de gestion, je pense comme beaucoup d'entreprises, centralise au final surtout les dates d'entrée et dates de fin de contrat dans nos KPI rapports Excel. Du coup, je sais. Voilà, je vais peut-être être obligé de me palucher de tous les contrats parce que je ne pense pas qu'on compile les dates de conclusion. Je voulais juste avoir une info là-dessus sans avoir du vice, mais au final, je trouve ça très particulier de mettre les dates de conclusion, c'est-à-dire que on aurait très bien pu nous faire figurer. Enfin, pour moi, ce qui fait foi, c'est vraiment les dates de démarrage avec les contrats qui démarrent, mais la date de conclusion, je trouve ça un peu particulier puisqu'au final, voilà, le jeune chez nous peut très bien signer le contrat en mai pour un démarrage en septembre ou bien va le signer peut-être le jour de son arrivée. Et en fait, ce qui est un peu limite là-dessus, c'est qu'on se dit, mince, si on avait su ça avant, parce que évidemment, tous les contrats d'alternance sont surtout sur la période à partir de septembre. Enfin, en général, on fait arriver les jeunes entre septembre et octobre. Et du coup, au final, je pense que nous, on va perdre beaucoup de personnes éligibles parce que ce n'était pas les calculs que j'avais fait, parce que je pense qu'on a mis des dates de conclusion avant le 1er juillet au final. Voilà. C'est ça que je trouvais un peu, mais c'est plus une remarque que ce que vous avez dit est clair, mais au final, je pense qu'on va devoir se palicher tous les contrats en interne pour voir au final les cas concernés. On en aura beaucoup moins que prévu au final. Sophie, Margollet, enfin, moi je veux bien intervenir pour répondre à ce point-là. Pour le dispositif, enfin, pour les aides de l'État en matière d'alternance, on est toujours parti de la date de conclusion. C'est exactement le même process pour l'aide unique depuis la réforme de l'apprentissage, qui s'adresse aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019. On a reproduit ce process-là pour l'aide exceptionnelle. Les décrets sont arrivés en effet un peu tardivement parce qu'il a fallu tout simplement les rédiger, mais on avait quand même informé sur cette date-là. C'est en effet bien la date de conclusion, non pas la date d'exécution du contrat. D'accord, bah, merci beaucoup. Mais au final, c'est vrai que c'est une date qu'on indique nous. Et au final, on pourrait très bien. Enfin, c'est pas non plus basé sur un document officiel. Ce que je veux dire, je pensais éventuellement que c'était basé sur un CERFA retourné signé par le jeune avec un document officiel. Mais là, c'est simplement une date qu'on a indiquée sur le CERFA. Enfin voilà, je trouve ça particulier en fait sur le système parce qu'en fait, ça peut permettre à des entreprises de jouer sur cette date, je trouve, assez facilement. Enfin voilà, mais du coup, je comprends, ça a toujours été le cas et c'est
voilà, je ne le savais tout simplement pas parce que je ne gère pas automatiquement la partie administrative. Mais ouais, enfin, si on l'avait, au final, c'était très simple de jouer là-dessus aussi. Je veux dire, on aurait très bien pu dire que le jeune avait signé, le jeune aurait pu nous donner son accord en mai, on aurait mis une date de signature au 1er juillet pour le faire entrer dedans. C'est simplement ça que je voulais émettre. En fait, c'est une date qui est formulée par l'entreprise. Donc, bon. Mais bon, beaucoup de contrats ont été transmis à l'OPCO avec des dates de conclusion. Je vais faire la vérif, hein, mais voilà, c'était plus une remarque générale. Je trouvais ça particulier par rapport au final au fait que c'est nous qui avons la main là-dessus. Mais bon. Mais vous avez, enfin, moi je veux juste rebondir, c'est que le CERFA que vous renseignez, pour moi c'est un document officiel quand même. C'est le support du contrat en alternance, hein, le CERFA FA13, et vous avez la main sur l'ensemble des dates, c'est-à-dire que non seulement vous avez la main sur la date de conclusion, mais vous avez la main sur la date de début d'exécution. Enfin, je veux pas refaire un petit peu la loi, enfin un petit point sur la loi pour choisir son avenir professionnel, mais l'entreprise, en tout cas pour ce qui concerne l'apprentissage, c'est très clair, hein, c'est l'entreprise qui a la main et vous pouvez décider de faire démarrer massivement des contrats d'apprentissage en février. Et c'est bien les organismes de formation par apprentissage qui doivent s'organiser par rapport à ça. Enfin, en tout cas, la loi LCAP est assez claire sur le sujet. Voilà, mais je m'arrête là. Non, et après j'arrête parce que c'est vrai qu'il y a d'autres personnes. Non, je suis en totale phase avec vous. C'est d'ailleurs sur les dates de démarrage, bien sûr, on peut les faire démarrer quand on veut et nous, on se cale évidemment par rapport à leur diplôme. C'est plus sur, du coup, si on l'avait su en amont, c'est-à-dire que nous, on a mené un petit peu notre campagne de manière habituelle et qu'en fait, on staffe en général tous nos contrats d'alternance sur mai-juin pour, c'est tout bête, hein, mais comme toutes les entreprises, pour essayer d'avoir les meilleurs, ceux qui recherchent et puis pouvoir en septembre être plus tranquille et les accueillir correctement. Ce qui fait qu'au final, on a principalement, comme d'habitude, staffé en mai-juin. Et si on avait eu cette nuance, on aurait peut-être staffé notre campagne alternance un peu plus tard pour entrer dedans. C'était juste ça, mais bien sûr, je suis en phase avec ce que vous dites. Mais pour finir sur ce point-là, Anne-Laure Martin des GFP, c'est bien la date de conclusion qui acte le contrat d'apprentissage. C'est pour ça que ça a toujours été la date de référence. L'effort de l'entreprise et la signature de l'apprenti et vraiment la contractualisation entre les deux parties, elle se fait au niveau de la date de conclusion. Donc voilà, ça explique qu'on a choisi dès le dispositif de l'aide unique la date de conclusion, et c'est vraiment à ce moment-là que le contrat d'apprentissage prend naissance en quelque sorte. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on avait encore des… Ouais. Moi, j'ai une interrogation aussi. J'appartiens au groupe Inetum. Comme mon collègue de la système, on est des grands groupes avec plusieurs agences. Je comprends et je partage cette frustration, cette dette des contrats, mais on joue le jeu et la règle. Ma question n'est pas là. Moi, je n'ai pas renvoyé l'engagement et pourtant, je reçois déjà énormément de courriers de SILAE pour me demander mes coordonnées de paiement et ou, par exemple, un changement d'adresse ou le nom exact d'un alternant. Est-ce que c'est normal ou est-ce que je dois dire que quelqu'un dans ma société a renvoyé l'engagement à ma place ou en son nom? Comment je vois votre tête et en fait, j'ai la même interrogation que vous. Comment ça se fait? Et ensuite, c'est moi qui ai aussi posé la question. On a plusieurs entités juridiques. Sur certaines, on sera éligible parce qu'on va atteindre les 5%. Sur d'autres, on ne l'est pas, on le sait et on ne le sera pas. Mais j'ai quand même reçu de la part de l'OPCO et de vos services, du coup, les avis d'enregistrement. Du coup, je m'interroge aussi sur ce process et ce que je dois faire vis-à-vis de ces contrats, sachant que je parle de plusieurs dizaines de contrats chez nous. Alors, non, si vous recevez des messages pour vous inviter à saisir des coordonnées de paiement, c'est que vos dossiers sont passés en instruction. Alors, il y a, je regarde les choses, hein, après, si vous voulez vérifier, on va en profiter à tout le monde. Vous pouvez m'envoyer le ou les sirènes concernées que je vérifie si quelqu'un d'autre m'a envoyé cet engagement. Mais il se peut également que ça soit aussi lié à la problématique de saisie des effectifs. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si l'effectif est renseigné sur le CERFA, il est inférieur à 250, là, on passe sur un système de traitement automatisé. Et voilà. Alors, par contre,
s'il y a erreur, il faut absolument nous alerter parce que du coup, ces contrats-là doivent changer de boîte et bien se retrouver dans une boîte des plus de 250. Voilà, il peut y avoir ces deux facteurs-là qui expliquent que vous recevez des messages de l'ASP qui indiquent qu'on cherche absolument à mettre en paiement votre ou vos contrats. Mais c'est certainement ça, les équipes ont dû remplir sur la ligne effectif, l'effectif de leur agence et non pas l'effectif groupe au niveau national, effectivement. Mais comme d'autres, je pense que M. Rabin serait preneur de vos coordonnées pour rentrer en contact dans la semaine. Merci en tout cas pour… Ouais, ce que je vous propose, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on fait des échanges comme ça, on est toujours très sollicité par la suite. Ce que je vous propose dans un premier temps, parce que là, j'ai l'ensemble des questions. Elles ont été nombreuses ce matin. Il y a eu des réponses. Moi, je vais reprendre toutes celles qui n'ont pas eu forcément de réponse. Je reprendrai également les questions que vous avez posées en amont du webinaire et je vous ferai une diffusion, toujours par l'intermédiaire de l'OPCO, de toutes mes réponses. Et évidemment, si vous avez des questions complémentaires, je serai à votre disposition pour y répondre. Mais je préfère qu'on fasse comme ça parce que je pense que dans l'ensemble des questions qui ont été posées ce matin, chacun pourra retrouver, à mon avis, une des situations qui fera écho à la sienne, en tout cas. Oui, alors juste j'en profite aussi pour par rapport à des questions qui sont passées, là, qui reviennent. Il y a deux sujets qui reviennent aussi souvent, sont les adresses, notamment les adresses d'établissement, les adresses mail, et le fait, alors ça c'est une première chose, rappeler que effectivement l'ASP, pour pouvoir entrer facilement en communication avec les entreprises au plus vite, a sollicité de disposer d'une adresse mail, donc pour laquelle il y a une saisie possible dans le CERFA et donc dans le compte quand vous saisissez votre contrat. Pour s'assurer que l'ASP dispose dans le maximum de cas d'un email, même s'il n'était pas saisi dans le CERFA, on a pris l'initiative de mettre par défaut le mail de l'utilisateur du compte MyAtlas qui saisit le contrat. Donc c'est là-dessus, par rapport à des questions qui nous sont remontées, il y a un élément un peu de vigilance sur la saisie quand on saisit un contrat, de bien saisir s'il y a une adresse centralisée, par exemple, pour toute l'entreprise, de bien saisir cette adresse-là dans le formulaire de saisie du contrat, pour que les mails soient bien routés de façon centralisée et non pas vers celui qui a saisi le contrat le jour dans l'établissement ou au sein d'une équipe un peu qui peut être répartie à divers endroits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vous êtes plusieurs à nous solliciter sur le fait que vous recevez des demandes d'informations, de confirmation sur des données relatives à l'entreprise ou des données relatives à l'apprenti, des données que vous avez normalement déjà saisies dans le CERFA et donc qui ont déjà été transmises dans le cadre du dépôt du contrat. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet qui peut questionner, puisque vous dites, moi j'ai déjà saisi toutes les informations et on me les redemande. Là-dessus, on avait une piste a priori avec l'ASP sur il y avait des informations qui pouvaient ne pas être passées dans la retransmission qui en est faite à l'issue de la validation de l'éligibilité des entreprises. C'est bien ça, Laurent? Oui, je confirme et j'en reviens avec tous les correctifs qu'on essaie de mettre en place nous, sur notre système d'information. Donc, vous recevez sur l'identité, la majorité des mails que vous recevez en provenance de notre outil concernent des prénoms ou des noms de rues, par exemple, qui ont des caractères accentués. On a un sujet là-dessus et donc c'est pour ça que vous recevez ces messages-là. Et je vous dis, après, il se peut également qu'on n'ait pas une correspondance entre ce que nous renseigne notre outil de contrôle et au niveau adresse postale et SIRET et ce qui est sur le CERFA. On vous demandera systématiquement de nous confirmer les choses. Alors, il y a une question d'ailleurs relative à ça qui est posée. C'est que je dirais que s'il y a eu un CERFA qui avait une donnée qui a nécessité, par exemple, confirmation de l'adresse postale de votre part, si c'est la même adresse sur les 20 contrats que vous avez signés, vous allez recevoir 20 messages. C'est-à-dire qu'on est bien sur un système de traitement unitaire au CERFA qui est reçu. Les CERFA ne sont pas reliés, en tout cas dans la mécanique de traitement pour nous au niveau SIRET. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez nous confirmer l'adresse, vous nous confirmez l'adresse pour un CERFA. Alors,
On a une piste aussi pour essayer de centraliser les choses, mais aujourd'hui, même si j'en ai bien conscience que ça peut être chronophage pour vous et fastidieux, et le mot est gentil de nous renvoyer la même information, si vous voulez que vos aides soient traitées de la manière la plus rapide possible, je vous encourage quand même à faire le retour auprès de l'ASP pour chaque demande qui est formulée par notre outil. Il y a une question sur le flux financier aussi, sur le fait que, à partir du moment où on regroupe plusieurs contrats, est-ce que ça veut dire que le paiement se fera en une fois pour l'ensemble, ou est-ce que c'est toujours X paiement par X contrat? Non, c'est pas X paiement par X contrat, c'est un paiement par établissement. Donc, un établissement, un SIRET qui aura un contrat, il aura un paiement pour un contrat. Un établissement qui a 20 contrats actifs, il aura un paiement pour ces 20 contrats. On n'est pas sur un paiement au contrat, on est au paiement la maille chez nous est le SIRET. Donc, c'est un paiement pour un établissement, et sur l'avis de paiement, vous aurez le détail de l'ensemble des contrats qui auront été payés pour cet établissement. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Oui, alors moi je me présente, je suis Madame Dianoux à G2R La Mondiale. J'ai un point enfin une question. À partir du 1er janvier 2021, on va créer, on aura une autre entité au sein du groupe qui va être créée, et il y aura le transfert de nos alternants impactés par cette société qui vont être transférés au 1er janvier 2021. Comment va se passer le paiement? Parce que le numéro, enfin la date de conclusion, ça sera bien sur l'entité AG2R, et au 1er janvier, ils vont basculer sur l'autre entité avec un numéro de SIRET différent. D'accord. Et sur la même racine sirène ou pas? Non. Non, d'accord. Donc là, du coup, logiquement, vous avez prévu de faire un avenant à ces contrats d'apprentissage. Donc, oui. vous allez transmettre à l'OPCO. Oui. Donc, un avenant qui va porter sur un transfert d'employeur, en fait. Tout à fait, oui. Et donc, l'OPCO va instruire cet avenant, va le déposer dans son système d'information, et on reprend le même circuit que présenté en début de réunion. Ça sera transmis à la DGEFP. La DGEFP va nous transmettre cet avenant de transfert. Et donc, on aura, nous, je dis n'importe quoi, les 3 premiers mois, par exemple, s'il y a eu 3 mois qui ont été faits sur la structure AG2R qui vont être payés à AG2R. Et ensuite, on va bien intégrer votre avenant, votre transfert d'employeur à la date, donc 1er janvier 2021, si c'est bien la date d'effet de l'avenant qui est saisie dessus. Et la suite du paiement va s'enclencher sur votre nouvelle entreprise. Oui, mais par rapport à l'effectif au 31/12/2021, vous allez prendre l'effectif de la nouvelle entité. Oui. Et si on n'atteint pas les 5%, on perd donc les quelques mois Non, la nouvelle entité. Et vous allez faire des nouveaux contrats après en masse sur cette nouvelle entité ou pas? C'est-à-dire qu'on va faire des avenants. Je vous explique. En fait, votre nouvelle entité, elle ne nous a pas transmis son engagement à percevoir cette aide. Elle n'existe pas de toute façon. Non. Elle ne peut pas nous le transmettre, cet engagement. Okay. Mais si on passe sur un transfert d'employeur, en fait, vous héritez des restes, des privilèges du contrat. C'est-à-dire que vous aurez, par exemple, je reviens à mon exemple des 3 mois, donc il y aura eu 3 mois qui aura été payés à AG2R La Mondiale, et il restera que 9 mois maximum de paiement sur la nouvelle entité. On ne remet pas les compteurs à zéro, hein, on est bien sur la poursuite du contrat.
Et donc, à ce moment-là, votre nouvelle entité, elle va bénéficier des paiements, il n'y aura pas de souci. Par contre, si cette nouvelle entité-là, vous avez des gros doutes en termes d'atteinte des engagements, eh ben, vous ne nous transmettez pas d'engagement pour cette nouvelle entité, parce que ce n'est pas un nouveau contrat qu'elle va signer, cette nouvelle entité. Elle hérite en fait d'une situation qui était liée au contrat précédent. Mhm. Donc, on ne fera pas de contrôle si votre nouvelle entité ne nous fait pas d'engagement et qu'elle va simplement hériter finalement du transfert de vos apprentis initiales à date, on ne va pas aller contrôler votre nouvelle entité. D'accord. Ok, merci. Alors, on approche de notre heure de conclusion. On va peut-être prendre une dernière question et puis pour la suite, comme on l'a évoqué, on va reprendre l'ensemble des questions qui ont été posées. On va formaliser les réponses et on rediffusera l'ensemble à tous les participants pour que chacun ait le même niveau d'information. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on puisse prendre rapidement? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, je suis Monsieur Bastien Bonnefou, je travaille chez Natixis. Merci déjà pour tous ces éléments de réponse qui sont assez précis. Je voudrais revenir rapidement sur les dizaines de mails qu'on reçoit no reply ASP. Parce qu'en fait, certains ne demandent absolument aucune information complémentaire, d'autres oui. Et du coup, je ne sais pas comment vraiment les gérer. Certains se contentent de résumer un petit peu les conditions atteintes des 3% et 5%, et d'autres réclament quelques informations, mais c'est auprès de différents organismes. Par exemple, là, j'en lis un que j'ai reçu ce matin. Il faut envoyer par mail ou par courrier à l'ASP Pays de la Loire. Donc, c'est pas national, c'est régional, l'ASP, qu'en fait, on a des adresses différentes à chaque fois de demande de renseignements dans certains mails. Donc, c'est un petit peu confus pour moi. Merci. Je vais essayer pour finir d'éclairer votre situation là-dessus. Donc, quand vous avez juste un mail qui vous parle des pourcentages et qui vous dit que vous êtes éligible, enfin, qu'il y a beaucoup d'éléments réglementaires dans ce courrier, ça c'est l'accusé de réception qui n'invite pas de réaction de votre part, sauf nous transmettre l'engagement au niveau du SIREN si cela n'a pas déjà été fait. Ça, c'est les premiers mails, c'est vraiment « j'accuse réception de votre dossier ». Les mails qui vous demandent de la confirmation de certains éléments sont des mails de traitement du dossier. C'est-à-dire que donc le SIREN correspondant au mail que vous avez reçu a dû normalement nous dire « OK, on accepte de percevoir cette aide ». Et donc, votre dossier est passé dans la phase de traitement. Alors après, je ne vais pas rentrer dans l'organisation fine de l'agence. Donc, l'ASP, on est bien un opérateur national. Mais on a plein de sites, on a plein de directions régionales. On est implanté dans chacune des régions. Et vos dossiers ne sont pas forcément traités par la direction régionale la plus proche de chez vous. En fait, pour la métropole, on a 4 sites de gestion. Un site à Aix-en-Provence, un site à Rennes, un site à Besançon et on a un site à Lyon qui traite pour la métropole et qui traite l'ensemble des départements métropolitains. Donc en effet, pour Île-de-France, c'est la direction régionale de Nantes qui traite l'ensemble des dossiers. Ça peut être surprenant, mais c'est notre process. Je vais prendre l'exemple de la Bretagne, c'est traité par Aix-en-Provence. Nouvelle-Aquitaine, c'est également Aix. Enfin voilà, on a vraiment une répartition de nos dossiers de gestion et donc différentes adresses. Vous avez pu voir que l'adresse de réponse qui vous était demandée, c'était pdl-aea@asp-public.fr. Oui, exact. Donc ça, c'est l'adresse de gestion spécifique alternance de la direction régionale ASP de Nantes. Ça aurait été un message, ça aurait été un établissement situé en Nouvelle-Aquitaine. Vous auriez eu une adresse mail qui aurait été paca-aua@asp-public.fr, qui est l'adresse de gestion de la direction régionale de l'ASP située à Aix-en-Provence. Voilà pour l'organisation du traitement. Et pour l'outre-mer, après, on a 2 directions régionales qui traitent, qui sont la Réunion et la Guadeloupe. Parfait, c'est clair, merci beaucoup. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour Valérie Loisy, groupe Natixis. J'avais une question
Donc, concernant les entreprises de moins de 250 salariés, alors au sein du groupe, on a différentes structures de plus ou moins 250 salariés. Pour ces entreprises, donc je comprends qu'il n'y a pas de formulaire d'engagement à transmettre via SILAE, que le traitement se fait de manière automatique. Mais pour ces mêmes structures, comment peut-on transmettre le RIB pour percevoir les virements, puisque finalement on n'a pas de compte sur SILAE? Est-ce qu'il faut également transmettre les bulletins de paye pour les contrats pro initiés pour ces structures? Et surtout, comment on sait que cette structure de moins de 250 salariés est bien dans votre est bien traitée, arrivée en chez tout nous en cas, gestion et qu'elle est en oui, instruction. c'est ça. Oui, il y a pas... Comment avoir toutes ces infos? Donc, pour les employeurs de moins de 250 salariés, c'est pour avoir l'information, donc il y a bien un mail qui a été envoyé à l'établissement. C'est-à-dire là, sur le CERFA, on avait bien le mail qui avait été renseigné par l'établissement. Il y a un mail qui est parti à l'établissement pour lui dire que son dossier était bien reçu et donc on engage le traitement. Là, les codes d'inscription partent sur un système d'adresse postale, sur l'adresse qui a été renseignée également sur le CERFA. Donc les codes d'inscription. Ça, c'est un souci. Ça, c'est un souci parce que l'adresse postale, en période de confinement, c'est compliqué d'avoir ces codes. Enfin, pour les récupérer. J'entends, mais après, si vraiment les codes ne sont pas arrivés, on va espérer aussi que vous allez pouvoir revenir dans vos établissements. Il y a toujours possibilité, je le mettrai, hein, le numéro d'assistance ou alors sur l'adresse mail de gestion indiquée sur les courriers que vous avez reçus, de leur dire que vous ne pouvez pas aller récupérer votre courrier pour cause de confinement et normalement, il y a une procédure dérogatoire qui peut être mise en place. D'accord. Voilà. Mais c'est du dérogatoire, c'est-à-dire que là, notre agence comptable nous demande systématiquement de lui expliquer par A plus B pourquoi le courrier n'a pas pu être reçu par le destinataire. C'est une vraie volonté, hein, l'envoi par l'adresse postale. Ça peut paraître un peu has-been, dépassé, démodé. C'est une vraie volonté de notre comptable et le courrier n'est pas nominatif. Il part à l'entreprise parce que derrière, c'est un code qui correspond à l'établissement, pardon, il correspond à l'établissement. Et on peut imaginer que les personnes dans l'établissement, eh ben, un contrat, ça s'arrête, les personnes font une mobilité ou autre, etc. C'est bien un code qui est lié à l'établissement, à charge à l'établissement de gérer son code. Mais c'est pas une spécificité ASP, ça, hein, ce système-là. Voilà. D'accord. Et concernant donc le traitement de ces entreprises, donc, en tout cas le traitement en termes de coordonnées bancaires, Eh ben, du coup, c'est là, hein, il faut qu'on arrive à passer l'obstacle, si on peut l'appeler comme ça, de la création du compte SILAE, pour que vous puissiez justement sur SILAE aller déposer votre RIB et consulter vos avis de paiement. D'accord. Donc finalement, en fonction de l'effectif, le traitement sera à l'identique, simplement pour les plus de 250 salariés. Il y a ce formulaire d'engagement à transmettre. Exactement. Et c'est le même cas pour les contrats de pro en moins de 250. Vous avez de toute façon les bulletins de salaire à déposer. Ça, c'est vraiment pas lié à l'effectif, c'est lié au fait qu'on ne puisse pas utiliser la DSN sur les contrats de professionnalisation. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Nicolas, tu te passes la main? Oui, bah en tout cas, on voit que l'organisation de ce webinaire était nécessaire. On n'en doutait pas trop, mais on voit qu'il y a beaucoup de questions. On va faire en sorte, alors j'espère qu'on a déjà répondu à pas mal, on va faire en sorte de regrouper l'ensemble des questions là, et ensuite de vous les transmettre, ainsi que l'accès au replay du webinaire, parce que comme ça permettra éventuellement à des personnes qui n'ont pas pu y assister de reprendre aussi un peu le sens des échanges. On souhaitait remercier la DGEFP et l'ASP d'avoir voulu mener cette action et voilà, d'avoir pu apporter ces éléments d'information directement auprès de vous, puisque les spécificités des entreprises multi-établissements nécessitaient quand même des apports et des éclairages particuliers. Préciser aussi que depuis effectivement cet été, on travaille directement avec l'ASP et avec sous le pilotage de la DGEFP sur voilà, des outils d'accompagnement aussi pour faciliter
le travail avec les employeurs qui recourent à ces aides, et que dans le cadre de cette campagne alternance qui a été particulièrement chargée, puisqu'on est plutôt de l'ordre de 20% de contrats supplémentaires pour une période qui était pourtant assez risquée. C'est un travail commun, même si voilà, il y a encore pas mal de choses à ajuster, mais en tout cas sur ce nouveau contexte et cette nouvelle aide qui est arrivée, on y travaille régulièrement, et tous les 15 jours, l'ensemble des OPCO est rassemblé là aussi pour regrouper les éléments et échanger sur les outils. Donc on va poursuivre sur cette lancée-là et dans cette approche plutôt partenariale. Voilà, donc on vous remercie énormément pour le temps que vous nous avez consacré et l'ensemble des questions que vous avez remontées, et on fera en sorte voilà, de continuer à alimenter l'ensemble de ces questions et des équipes pour qu'ils vous répondent au quotidien aussi sur l'ensemble de ces éléments. Nicolas, un dernier point pour éviter toute frustration, je répondrai aux questions par la suite. Il y aura moyen, Carole, de récupérer dans la partie questions les questions posées éventuellement sur un tableur. Super. Non, juste pour éviter, je sais qu'on est sur une période au mois de décembre où on a tous plein de vœux. Non, pour les contrats de professionnalisation, malheureusement, le timing qu'on a devant nous ne nous permet pas les évolutions réglementaires nécessaires pour avoir le droit de consommer la DSN sur les contrats de professionnalisation. Là derrière, il y a une problématique avec la COS, avec l'arrêté filtre qui permet donc la consommation ou non des données présentes en DSN. Et sinon, ça aurait été directement la solution cible qu'on aurait choisie pour s'éviter, nous, de traiter les bulletins de salaire et vous éviter à vous cet acte supplémentaire de dépôt des bulletins de salaire qui peut être chronophage et fastidieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir. Merci.